Le Japon est bien plus petit que la Chine, il ne possède aucune ressource naturelle et il est clairement le partenaire junior dans son alliance avec les États-Unis. Alliance. Ai-je mentionné qu'ils sont en plein effondrement démographique? Alors comment diable leur avenir pourrait-il sembler prometteur? Le marché boursier japonais a retrouvé ses sommets historiques des années 1990 avant l'éclatement de la bulle. En même temps, le principal syndicat a obtenu une hausse de 5% de salaire pour 7 millions de membres alors que la Banque du Japon a relevé ses taux d'intérêt pour la première fois en 17 ans, la plupart des analystes soulignent que la stagnation économique, les défis démographiques et l'augmentation de la dette empêchent une résurgence géopolitique du Japon. Ils passent à côté, le Japon se réveille. Les changements des lois du travail, des impôts et de la santé ont facilité la création de familles et l'éducation des enfants chez les jeunes adultes au Japon. Le pays reste la société la plus âgée du monde, mais il n'est plus celle qui vieillit le plus rapidement. La Corée du Sud, la Chine et l'Allemagne sont toutes dans une situation pire. C'est également un leader mondial de l'automobile, des semi-conducteurs et de l'électronique, générant un excédent commercial sain. Mais le plus grand changement, c'est l'évolution de la relation du Japon avec les États-Unis. Le Japon s'est acheté une place dans le cercle rapproché des alliés américains. Cette manœuvre stratégique aidera le Japon à contrer son rival historique, les actions de plus en plus agressives de la Chine dans l'Indo-Pacifique. La décennie à venir sera décisive pour l'économie mondialisée, la géopolitique de l'Asie et l'avenir du Japon. Mettons ensemble quelques pièces du puzzle pour expliquer pourquoi les perspectives du Japon sont loin d'être sombres. Le Japon est l'allié le plus important des États-Unis, ce qui est fou quand on pense qu'il y a 78 ans, ils ont largué 2 bombes nucléaires sur eux. Aujourd'hui, la Chine est le principal rival géopolitique des États-Unis. En plus d'être la 2e plus grande économie du monde, la Chine cherche à dominer l'Asie. Leur plan affiché est de prendre Taïwan, pacifiquement ou par la force, puis d'étendre leur influence en Asie, d'assurer une plus grande autonomie économique et d'utiliser cela pour atteindre l'hégémonie mondiale. C'est une menace crédible puisque les États disposant des plus grandes ressources économiques peuvent les transformer en puissance militaire supérieure. L'Iran, la Corée du Nord ou la Turquie pourraient avoir des plans ambitieux similaires sans pouvoir les réaliser. Aucun de ces pays n'a plus d'un dixième de la puissance économique des États-Unis. Même la Russie n'en détient qu'un 5e. Les États-Unis incitent leurs alliés de l'OTAN à contrer l'agression russe et laissent à d'autres la préoccupation du pétrole au Moyen-Orient. L'Asie compte pour 40% du produit intérieur brut mondial et génère 2/3 de la croissance mondiale. Si la Chine parvenait à s'emparer de Taïwan, elle gagnerait un levier sur la Corée, le Japon, les Philippines, l'Australie et le reste de l'Asie du Sud-Est. Grâce à sa puissance technologique, la région pourrait supplanter la domination américaine, alors que les États-Unis en prennent lentement conscience. Les bases de la stratégie visant à contrer la Chine ont été posées par la direction japonaise, il y a 2 décennies. Le Premier ministre Shinzo Abe a commencé à promouvoir le concept d'un Indo-Pacifique libre et ouvert pour contrebalancer la Chine. Dès 2007, lorsqu'il a relancé ce cadre, en 2017, il a été approuvé par les États-Unis sous la présidence de Donald Trump. L'année suivante, le secrétaire à la Défense James Mattis a annoncé le nouveau nom du commandement du Pacifique, devenu commandement Indo-Pacifique des États-Unis lors de la passation de commandement à Hawaï. Cela peut sembler anodin, mais cela a redéfini la posture de sécurité américaine en mer de Chine méridionale et réuni le Quad, Australie, Inde, États-Unis et Japon dans un dialogue stratégique. C'est aussi l'une des rares fois où un dirigeant étranger a formulé une doctrine devenue centrale dans la pensée stratégique des États-Unis. C'est un impact considérable sur une alliance militaire déjà solide. Le Japon accueille plus de soldats américains que tout autre pays en dehors des États-Unis, avec plus de 50 000 militaires stationnés là-bas. Ils stockent aussi des armes nucléaires américaines pour parer à une menace croissante de la Chine. Le Japon a également annoncé une augmentation de 60% des dépenses de défense au cours des 5 prochaines années, la plus forte hausse réalisée par une nation démocratique depuis l'ère Reagan. Les 2 nouveaux porte-avions de classe Izumo, parmi les 4 plus puissantes plateformes militaires non américaines de l'histoire, opéreront bientôt uniquement des avions à voilure fixe américains. L'actuel Premier ministre Fumio Kishida a même assisté à une conférence de l'OTAN. Et tout cela est soutenu par des liens économiques de plus en plus profonds. Après l'élection de Donald Trump, Abe est allé à Washington pour demander un accord. L'administration Trump a signé peu d'accords,
principalement avec le Mexique, le Canada et le Japon. Cela a coûté un peu de prestige aux Japonais, mais cela leur a assuré l'accès au riz, au pétrole, au gaz naturel, aux minerais de fer et au lithium dont leur économie a besoin pour continuer. Fredonnement. Le Japon a construit plusieurs empires maritimes agressifs au cours de son histoire. Les 14 000 îles de leur patrie manquent de ressources et sont difficiles à parcourir en interne, ce qui en fait la puissance navale la plus naturelle de l'hémisphère oriental. Le Japon s'est industrialisé avant la Corée et la Chine, mais son manque de ressources et son éloignement des colonisateurs européens l'ont relativement protégé des puissances étrangères. Ainsi, pendant des siècles, il attaquait ses voisins avec plus d'agressivité que la France napoléonienne ou l'Empire britannique. Le massacre de Nankin, l'annexion de la Corée et l'invasion de la Mandchourie marquent encore la mémoire régionale après la défaite de la Seconde Guerre mondiale. Ces cicatrices auraient pu entraîner des représailles croquées de ses voisins. Dans le nouvel ordre dirigé par les États-Unis, le Japon a vu ses avantages s'étendre, les États-Unis garantissant implicitement la sécurité des îles. En raison de l'occupation et de la présence militaire américaine, le Japon a dû se concentrer sur l'économie. Ceci s'explique par l'article 9 de la nouvelle constitution japonaise qui interdit la guerre et limite les forces à un usage strictement défensif. Mais comme l'Allemagne, cela a libéré une population hautement technique, industrieuse et ambitieuse pour s'attaquer exclusivement à des objectifs économiques. Les deux ont construit d'énormes économies axées sur l'exportation. Akio Marita, fondateur de Sony depuis un centre commercial bombardé, a aidé à reconstruire l'industrie japonaise pour rivaliser mondialement. Les entreprises japonaises historiques qui dominaient avant la Seconde Guerre mondiale, comme Hitachi, Toshiba et Mitsubishi, sont revenues en force. Dans les années 1980, le produit intérieur brut par habitant du Japon a dépassé celui des États-Unis, et ils ont failli devenir la première économie mondiale quelques années plus tard. Au début des années 1990, la bulle a éclaté, causant une décennie de stagnation. Mais même après la récession des années 1990, le Japon reste la 4e économie mondiale. Le Japon s'est davantage concentré sur les États-Unis. Toyota et Honda ont construit leurs usines de fabrication dans l'Indiana, l'Alabama, l'Ohio et d'autres États à travers les États-Unis. Cela permet aux entreprises japonaises de disposer d'une chaîne d'approvisionnement résiliente située près des consommateurs finaux qui achèteront finalement leurs produits. Et c'est essentiel car la démographie japonaise est catastrophique. Le taux de fécondité, soit le nombre moyen d'enfants par femme, est passé sous le seuil de renouvellement de 2,1 dans les années 1970 et n'a jamais remonté. Cela signifie que les dirigeants japonais se préparent depuis 5 décennies à la diminution de leur population en âge de travailler. Délocaliser la fabrication de leurs produits leur permet d'utiliser d'autres bassins de main-d'œuvre et d'obtenir un traitement fiscal préférentiel sur ces biens manufacturés. Les États-Unis ne ciblent pas les droits de douane sur les voitures fabriquées dans le Mississippi. Après ces ventes, l'entreprise rapatrie une partie des bénéfices pour soutenir sa population vieillissante. Cela ne résout pas complètement le problème démographique, mais le Japon a eu beaucoup de temps pour se préparer et le privilège de commencer ses préparatifs en tant que nation riche. Avant d'aborder ces mesures, évoquons pourquoi ils ont peu d'enfants. Les îles japonaises sont très montagneuses. 80% du territoire est inhabitable à cause de 111 volcans. En conséquence, c'est le pays le plus densément peuplé du monde et le 5e le plus urbanisé. Tout le monde vit dans des appartements ou des condos sans banlieue. Peux-tu imaginer élever 3 enfants dans un condo ? Dans toutes les cultures, l'urbanisation et l'industrialisation diminuent le nombre d'enfants et le Japon a mené ces deux processus plutôt que les autres pays. La population japonaise diminue depuis 2010 avec un taux de fécondité inférieur à 1,4 enfants par femme sous le seuil de renouvellement. Un autre facteur économique est la hausse de la part des citoyens âgés. Avec un âge médian de 49 ans, 30% ont dépassé l'âge de la retraite. Ces personnes touchent des pensions, consomment des services sociaux et ne contribuent pas à la base fiscale. Et contrairement à l'Occident, le Japon n'est pas particulièrement ouvert à l'immigration. La langue et la culture japonaises sont difficiles à apprendre pour les étrangers. Ils accordent également une grande importance à l'homogénéité culturelle et à l'harmonie sociale. Il y a donc une inquiétude que l'immigration à grande échelle puisse perturber cela et entraîner des tensions sociales. Bien qu'il y ait des Coréens, des Vietnamiens et des Chinois qui ont immigré au Japon, les taux d'afflux sont bien plus faibles que dans les pays occidentaux. Compte tenu de tout cela, il est remarquable que le Japon ait gardé son importance mondiale.
Les 30 dernières années ont montré qu'ils pouvaient maintenir leurs gains économiques grâce à une meilleure démographie. Alors que le reste du monde peine à digérer la mondialisation, le Japon se prépare depuis des décennies à un monde qui devient de plus en plus régional. Et en Asie de l'Est, il y a 3 autres acteurs importants: les États-Unis, la Chine et la Corée. La Corée partage de nombreuses caractéristiques avec le Japon: une économie axée sur l'exportation, un manque de ressources domestiques, une société fortement urbanisée et un taux de natalité extrêmement bas. Ils vendent beaucoup de biens et services aux États-Unis et à la Chine. Ils accueillant des bases américaines et subiraient donc plus d'agressivité chinoise si les États-Unis quittèrent la région. Ils comptent parmi les plus grands constructeurs de navires au monde, nés après la Seconde Guerre mondiale. L'industrie navale japonaise a été essentielle à la reprise économique du pays. Les chantiers navals japonais ont rapidement adopté de nouvelles technologies et des méthodes de production efficaces, ce qui a entraîné une augmentation rapide de la production et de leur part de marché mondial. Dans les années 1960, le Japon était devenu la première nation mondiale de la construction navale, une position qu'il a conservée jusqu'à ce qu'il soit dépassé par la Corée du Sud au début des années 2000. Depuis 2010, la Chine a dépassé la Corée du Sud et occupe la première place. Les chantiers navals japonais produisent encore beaucoup et ont une longue histoire de navires hauturiers. Ceci est essentiel pour le paysage géopolitique mondial, alors que la Chine augmente la taille de sa marine. Au début des années 2000, la marine de la République populaire de Chine comptait environ 37 navires. Aujourd'hui, ils en comptent 350. Les 2 porte-avions de haute mer de classe Izuma du Japon sont activement déployés depuis 2017 et opèrent désormais régulièrement en tandem avec les flottes américaines. Pendant ce temps, la marine sud-coréenne reste cantonnée à la péninsule, axée sur la défense de la mer Jaune, du détroit de Corée et de la mer du Japon. Les 3 pays sont également des poids lourds de l'industrie des semi-conducteurs, tandis que Taïwan possède des usines de fabrication de pointe, la Corée a Samsung et la Chine dispose de Semiconductor Manufacturing International Corporation et Huawei. Le Japon a ouvert une usine de semi-conducteurs avec Taiwan Semiconductor Manufacturing Company et en construit une autre. Des entreprises locales comme Nikon et Tokyo Electron se sont davantage concentrées sur la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs. En 2022, le Japon s'est tenu aux côtés des sanctions technologiques américaines pour limiter l'industrie des semi-conducteurs de la Chine. La Corée du Sud a profité de longues négociations avec les États-Unis pour que Samsung vende un maximum de semi-conducteurs haut de gamme aux Chinois, tant que c'est légal. Le contraste entre ces 2 alliés nominaux des États-Unis les amène à adopter des positions très différentes. Concernant le plus grand domino géopolitique de la région, Xi Jinping a affirmé à plusieurs reprises que contrôler Taïwan est son principal objectif stratégique. Si vous pensez que les dirigeants autoritaires doivent être crus lorsqu'ils répètent qu'ils vont faire quelque chose, alors vous êtes d'accord avec cela. Cela sera probablement un point de tension au cours de la prochaine décennie. Le Japon a un intérêt direct à maintenir la stabilité dans le détroit de Taïwan, car tout conflit entre la Chine et Taïwan aurait de graves conséquences économiques et sécuritaires. Plus de 40% du commerce du Japon, dont l'essentiel de son énergie, passe par la mer de Chine méridionale. Les États-Unis ont longtemps maintenu une politique d'ambiguïté stratégique concernant leur défense de Taïwan. Plusieurs raisons laissent penser que les États-Unis interviendraient en cas d'invasion. Donc, contrairement à l'Ukraine. Pour être clair, monsieur, les forces américaines, les hommes et les femmes américains défendraient Taïwan en cas d'invasion chinoise. Oui. Pour commencer, envahir Taïwan serait extrêmement difficile pour les Chinois. Le débarquement du jour J en Normandie fut un exploit logistique. Cependant, une invasion de Taïwan exigerait de traverser une mer plus large, avec des marées plus fortes et viserait moins de têtes de pont, mais mieux définies. Alors que toutes les simulations de guerre suggèrent une victoire chinoise sans implication des États-Unis, la défaite devient possible si les forces militaires américaines et japonaises sont mobilisées. Après sa retraite, l'ancien Premier ministre Shinzo Abe a déclaré que le Japon et les États-Unis ne pouvaient pas rester les bras croisés si la Chine envahissait Taïwan. La Chine, consciente du risque d'intervention américaine, pourrait envisager de frapper les actifs américains dans la région avant d'envahir Taïwan. Comme la plupart des actifs militaires américains dans la région sont situés au Japon, une telle attaque entraînerait probablement à la fois le Japon et les États-Unis dans le conflit. Et ce sont les bases proches du Japon et sa marine qui pourraient jouer un rôle décisif dans le conflit.
Okinawa n'est qu'à 750 km de Taïwan et accueille une base militaire américaine. Les îles Senkaku sont un groupe d'îles inhabitées encore plus proches, contrôlées par le Japon qui pourrait servir de porte-avions insubmersible en cas de conflit. Ces positions défensives au nord de Taïwan pourraient ralentir la progression de l'armée chinoise et priver le Parti communiste chinois d'une victoire décisive. Faute de points d'arrêt naturels, des sanctions économiques pourraient survenir et les États-Unis, le Japon ou l'Inde pourraient enfermer le détroit de Malacca, un passage clé pour les importations énergétiques et le commerce chinois. Une telle action paralyserait fortement l'économie chinoise et limiterait sa capacité à soutenir un conflit prolongé. Le Japon et les États-Unis seraient sans doute soutenus par l'Australie et le Royaume-Uni grâce au pacte de sécurité. Australia, United Kingdom, United States. Bien que j'espère que les dirigeants chinois seront assez raisonnables pour éviter un tel acte d'agression, je suis de plus en plus sceptique quant à cette prudence. J'ai réalisé une vidéo entière dans laquelle j'explique pourquoi je pense qu'une invasion est de plus en plus probable, que j'ai mise en lien ci-dessous. Dans notre récente vidéo sur l'économie chinoise, nous avons expliqué comment la Chine est le plus grand importateur d'énergie au monde. Et de loin. Ils importent plus de 10 millions de barils de brut par jour, c'est plus que les États-Unis et l'Inde réunis. Eh bien, le Japon était le 4e importateur de pétrole, le 3e pour le charbon et le 1er pour le gaz naturel liquéfié. C'est surprenant car la population du Japon est bien plus faible que celle de grands importateurs comme l'Inde, la Chine ou les États-Unis. La question clé des 10 prochaines années sera « Où trouveront-ils ces ressources ?» L'Amérique du Nord pourra fournir au Japon 1 à 2 millions de barils par jour de pétrole brut et de carburant, mais cela ne suffira pas à couvrir la demande totale. Les Américains pourraient aussi partager des milliards de pieds cubes de gaz naturel exportés. Cela ne suffira pas. Le Japon devra sécuriser seul le reste de son portefeuille énergétique. Un bon début serait de laisser la catastrophe de Fukushima derrière eux et de relancer leur programme d'énergie nucléaire. Avant Fukushima, en 2011, le nucléaire fournissait environ 30% de l'électricité japonaise. Après la fusion, la majorité des réacteurs ont été arrêtés et seuls quelques-uns ont redémarré en 2023. Le gouvernement prévoit d'augmenter la part de l'énergie nucléaire à 20% d'ici 2030, ce qui représenterait un grand pas en avant. Mais pour le reste de leur portefeuille énergétique, le Japon pourrait devoir redevenir une puissance militaire expéditionnaire. Si la question de Taïwan est résolue, le prochain objectif militaire du Japon pourrait être l'île de Sokan. Elle est située près de l'île la plus au nord du Japon, Hokkaido, ce qui la place dans la zone de puissance navale et aérienne japonaise. Bien qu'elle soit actuellement contrôlée par la Russie, Sakhaline a été revendiquée à la fois par la Russie et le Japon au cours des 19e et 20e siècles. En 1905, après la guerre russo-japonaise, le sud de Sakhaline a été attribué au Japon. La Russie détient toute l'île depuis qu'elle a saisi la partie japonaise dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Comme la Russie est en déclin démographique, ses priorités principales sont l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, qui présentent des risques existentiels bien plus importants. Du point de vue du Japon, Moscou se trouve à 8000 km et n'est pas l'une des relations essentielles du pays. Sécuriser Sakhaline permettrait au Japon de contrôler environ 300 000 barils de production de pétrole brut par jour et 3 milliards de pieds cubes de production de gaz naturel. Des entreprises japonaises ont majoritairement construit l'infrastructure, leur permettant d'assurer la production d'énergie en mer. Si cela vous paraît improbable, rappelez que le Japon et la Russie n'ont jamais signé d'armistice à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Techniquement, ils sont déjà en guerre. Cette vidéo a pris beaucoup de temps à faire. Si vous avez appris, laissez un like. D'autres vidéos similaires sont sur la chaîne, allez les voir.